Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Cet homme fait ses courses lorsque sa poche explose. À l'origine de ces explosions, des beepers comme celui-ci, portés par tous les membres du Hezbollah. Ça, bien sûr, cela ressemble beaucoup aux fameuses unités technologiques de l'armée israélienne. Là, aujourd'hui, on imagine l'effroi que cela a dû provoquer dans les hauts rangs du Hezbollah. Et c'était peut-être finalement l'un des buts recherchés par cette attaque. L'inquiétude gagne les habitants. Ce vendeur de téléphone, le premier. Nous avons des téléphones ici. D'après moi, ils ne sont pas dangereux. Mais par précaution, on les a quand même enlevés du magasin parce que nous sommes inquiets. Se dirige-t-on vers une guerre totale entre Israël et le Hezbollah libanais? C'est la crainte dans tous les esprits après cette nouvelle attaque. Au lendemain des explosions de beepers, les talkie-walkie piégés ont fait encore plus de victimes hier. 20 morts et 450 blessés. Alors parlons vrai, est-ce un coup fatal pour le Hezbollah et coup de billard à 3 bandes pour l'Iran? Est-ce que le principal problème de la région, c'est l'Iran? Et à cette question, faut-il craindre une extension du conflit au Proche-Orient? Vous dites oui à 72%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité Emmanuel Razavi est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter et auteur du livre La face cachée des mollahs et le livre noir de la République islamique d'Iran, publié aux éditions du CERF. Philippe Bilger, cette escalade de violence, est-ce que ça vous fait peur ? Non, mais parce que je ne suis pas un spécialiste comme Emmanuel de cette région du monde, et puis parce que j'éprouve un étrange sentiment dont je ne surestime pas la pertinence. Je suis frappé, certainement, Emmanuel, dont j'ai souvent entendu les propos intelligents, va nous dire que c'est très grave, parce que ça va induire un certain nombre de réactions, mais je n'ai pas pu m'empêcher, lorsque j'ai appris ce tour de force technique et militaire qui a été suivi par les talkie-walkie, de dire que, au fond, c'est un immense et terrifiant jeu ludique, et je n'ai pas imaginé tout de suite que le Hezbollah et l'Iran pouvaient en tirer des conséquences tragiques, et que peut-être ils ne le feront pas immédiatement. Donc, c'est une absurdité que j'ai ressentie, mais d'abord j'ai eu l'impression de me trouver face à un exploit incroyable qui a attiré une sorte d'enthousiasme général. Farid Temsamani. Moi je ne pense pas qu'on se dirige vers une réponse par exemple du Hezbollah ou de son bras armé qui est historiquement l'Iran. Pour une raison très simple, c'est que les agendas sont différents les uns et les autres. Ce qui est certain, c'est qu'Israël, elle, a intérêt effectivement, puisque je rappelle que le nord de l'État hébreu, en réalité, est soumis régulièrement à des frappes, notamment de la part du parti chiite libanais. La difficulté, c'est que l'Iran, on l'a vu, n'a quasiment pas riposté à toutes les attaques précédentes d'Israël, pour une raison très simple, c'est que l'Iran a un autre agenda, tout simplement. Elle a un agenda interne. La société iranienne, Emmanuel nous le dira probablement, mais est déjà très limite. Et puis, de l'autre côté, vous avez le fait que vous avez une élection aux États-Unis, que l'Iran en fait est en plein processus de l'arme nucléaire et qu'elle n'a aucun intérêt à rentrer en guerre avec Israël, même au Liban. Sébastien Miller. Moi, je suis quasi certain qu'il n'y aura pas de conséquences, si ce n'est la démonstration face au monde de la supériorité technologique, militaire, et j'ai même envie de dire médiatique, puisque même la bataille de l'interprétation est gagnée actuellement par l'armée israélienne. Voilà, donc et j'ai pas le sentiment que cette offensive technologique qui fait des victimes, quand même, j'ai pas le sentiment que ça émeut beaucoup l'opinion publique internationale. Et qui fait, pardonnez-moi, qui fait des victimes pas que chez les rangs du Hezbollah. Hein. Vous avez des blessés dans la société civile, pas que sur le sud du pays, un peu partout d'ailleurs. En tout cas, Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah, vient d'annoncer une riposte terrible envers Israël. Forcément, ça pose question et on imagine un emballement, peut-être, Emmanuel Razavi.
Alors, j'ai entendu beaucoup de choses en fait qui sont très justes autour de cette table. Le risque d'une guerre, d'un embrasement, je pense qu'il ne faut pas l'éliminer totalement. C'est toujours possible, mais quand même très peu probable, comme viennent de le dire en fait vos invités, parce que il faut comprendre aujourd'hui. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. L'humiliation, parce que vraiment il s'agit d'une humiliation. Elle est sans précédent depuis 1979 pour la République islamique d'Iran. Pourquoi ? Le Hezbollah, c'est pas un proxy comme les autres pour les Iraniens. Le Hezbollah, je pense que beaucoup de gens l'ignorent en France, il a été pensé complètement par l'ayatollah Khomeini à la fin de l'année 1978, alors qu'il était en exil dans la région parisienne, à Neuf-le-Château. Il a été pensé par lui au moment même où il projetait de créer le corps des gardiens de la Révolution. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a confié la mission à un de ses proches, qui, en 1982, est devenu en fait ambassadeur de la République islamique d'Iran en Syrie. Et c'est cet homme, si vous voulez, qui était d'ailleurs l'un des cofondateurs des Gardiens de la Révolution, qui a créé le Hezbollah. Donc il faut entendre que quand on voit le Hezbollah frapper de cette façon, encore une fois extrêmement humiliante, c'est vraiment en fait l'un des quasi-piliers du régime iranien, à l'extérieur de ses frontières, qui est frappé. L'Iran, par ailleurs, je parle de la République islamique d'Iran, aujourd'hui elle connaît, l'un de vos invités l'a rappelé, elle connaît une forte contestation populaire, mais en même temps qu'une crise économique qui est très importante. Et une armée en guerre, ça coûte cher. Actuellement, la République islamique d'Iran n'a pas les moyens d'investir sur une armée en fait qui porterait en tout cas le conflit contre Israël à l'extérieur. Et puis même pour des raisons logistiques, c'est-à-dire que l'aviation, si vous voulez, iranienne, elle est à des années-lumière de ce qu'est l'aviation en fait israélienne en termes de force de frappe. Cela étant, vous savez, l'engrenage est toujours possible. C'est une région, moi j'ai vécu quand même quelques années au Moyen-Orient, j'y vais régulièrement. On sait tous que c'est une région qui est extrêmement fragile et que ces fameux proxys quand même qui sont extrêmement dangereux peuvent provoquer un dérapage et un embrasement. Mais aujourd'hui, c'est évidemment pas la solution, c'est pas la situation qu'on envisage le plus, parce que le Hezbollah a bien montré en fait qu'il était complètement failli, au moins autant en fait que la République islamique d'Iran. Vous savez, ça me fait penser à une réflexion que m'a faite en fait le prince Reza Pahlavi lorsque je l'interviewe pour Paris Match il y a quelques mois. Il m'a dit en fait la question n'est pas de savoir si le régime des mollahs, si la République islamique d'Iran va tomber, mais quand. Et je pense qu'on est en train de voir à quel point tout ce système en fait est un château de cartes. Alors un château de cartes terroriste, un château de cartes qui aboie en permanence, qui fait peur évidemment par ses proxys, par ces groupuscules, ces cellules terroristes qu'il est capable d'activer, bien sûr au Moyen-Orient, mais aussi en Occident, parce qu'on a tous en mémoire les attentats terroristes qui ont frappé, notamment Paris, il y a des années de cela. 86. Et globalement, c'est un château de cartes. Merci beaucoup Emmanuel Razavi, merci beaucoup de ces explications. En tout cas, c'est toujours très intéressant. Toujours passionnant. Incroyable, hein. Grand reporter, auteur du livre La face cachée des mollahs, livre noir de la République islamique d'Iran, publié aux éditions du Cerf. Vous êtes extrêmement passionnant. On vous remercie, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci Philippe Bilger d'avoir été là. Merci beaucoup Farid Tatsamani d'avoir été là. Merci Sébastien Ménard. Dans un instant, on va vous parler automobile, les vraies voies qui font rouler la France. Beaucoup de mobilité douce. Ah oui. Beaucoup de mobilité douce. On va parler notamment des nouveaux vélos électriques de Toyota. On va parler d'une start-up qui recycle les vélos électriques, que c'est l'équivalent de dizaines de tours Eiffel chaque année. Les déchets, c'est incroyable. Et on va commencer par un débat sur la sécurité routière. Ça s'améliore pour tout le monde, sauf pour les cyclistes. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus.